remercie à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier de m'avoir invité, de m'accueillir. Voilà, alors j'ai intitulé cette conférence L'architecture ou l'art de transformer le réel. C'est un titre que j'utilise maintenant suite à la chronique que j'ai rédigée dans la revue Da. Et donc, vous y retrouverez quelques éléments qui en font partie. Ce soir, sachant que vous êtes un certain nombre ici dans cet amphi à envisager d'intervenir sur le patrimoine, j'ai choisi un certain nombre de sujets pour montrer à quel point finalement l'architecture et le patrimoine c'est quand même la même chose et qu'il serait quand même un jour temps que l'on sorte de cette dichotomie et qu'on comprenne que tout ça travaille ensemble et que les architectes aussi se forment à une culture de l'histoire de l'architecture. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. La culture architecturale, ça devrait être la base. Donc voilà, c'est quelques exemples, dont d'ailleurs certains qu'a évoqué Thierry, que je vais présenter ce soir, pas uniquement, mais voilà, pour moi c'est important aussi, c'est un engagement d'essayer de dire des choses, de les partager, parce que je pense que, alors là ici on est un peu dans le contexte des architectes parlent aux architectes, mais je crois que ce qui est l'enjeu suprême, c'est d'arriver à parler au grand public, d'arriver à faire que l'architecture devienne quelque chose d'aussi populaire que, alors je suis très ambitieux, hein, que la cuisine ou le football ou le rugby par exemple, ça serait une belle ambition, qu'il y ait autant d'architectes qui prennent la parole, qui soient interviewés que de sportifs ou que de cuisiniers ou de cuisinières. Bon, on n'y est pas encore, hein, il y a encore du chemin, mais c'est vous qui ferez ce chemin, je pense. En tout cas, j'espère que vous aurez à cœur de le faire, parce que c'est très important, parce que l'architecture, ça touche tout le monde vit dans un contexte bâti, et même ceux qui disent « je ne sais pas ce que c'est et ça ne m'intéresse pas », en fait, que ça les intéresse ou que ça ne les intéresse pas, ils vivent dedans au quotidien. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important que d'essayer de faire partager un amour, une passion pour l'architecture, ce qui se bâtit, ce qui s'édifie, ce qui transforme notre vie et notre quotidien. J'ai beaucoup aussi utilisé cette expression de tisser des liens entre les choses, parce qu'en fait, entre les sites, entre ceux qui les habitent, qui les occupent, qui les vivent, entre les périodes de l'histoire, parce qu'elles sont nombreuses et en fait, elles sont toutes reliées les unes aux autres, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et puis aussi les matériaux, les ressources dont dispose un site, dont dispose une région, qui lui ont progressivement façonné une architecture. Le climat, évidemment, aujourd'hui on redécouvre l'eau chaude, on découvre que le climat, il faut travailler avec et que l'architecture ne peut pas être sans lien avec le climat dans sa conception, dans sa construction. On découvre évidemment que les centrales de traitement d'air et les climatiseurs ne peuvent pas tout faire et que même il faut apprendre à s'en passer, même si on s'en sert un petit peu ici dans cette salle, je pense, mais apprendre à s'en passer pour consommer moins d'énergie, pour être plus vertueux. Et ça, évidemment, les architectures anciennes nous le racontent très bien, parce que c'est des architectures qui ne pouvaient pas s'appuyer sur les moyens techniques qui sont les nôtres depuis le XXe siècle, et qui avaient dû inventer toutes sortes de stratagèmes, de techniques, de manières de construire, de manières de s'implanter dans un site, de manières de se protéger du soleil ou du vent ou de la pluie. Donc évidemment, vous êtes à l'aube, je pense, d'un moment passionnant, au moment où une parenthèse peut-être se referme, hein, une parenthèse qui a été celle des utopies du XXe siècle, de l'idée que tout était possible, que la technique permettait de s'affranchir de tout. Eh bien non, elle ne va pas nous permettre ça. Elle est utile, la technique, hein. Évidemment, il ne s'agit pas de l'acheter aux orties en disant tout ça va des rétros de Satanas, mais il s'agit de l'utiliser à bon escient, avec économie, avec intelligence, aux endroits où c'est nécessaire et d'essayer de s'en passer quand cela est possible. Et c'est possible dans un certain nombre de cas. Donc, cette idée de tisser des liens entre les époques, entre les métiers, entre les personne, la vie en fait qu'abrite l'architecture, pour moi c'est très important. Alors comme je sais que vous êtes un certain nombre dans la salle à vous former ou à vous préparer à poursuivre des études dans ce domaine, moi mon premier élément de préparation ça a été la citadelle de Belle-Île en mer en fait, et j'y reviens toujours parce que je me rends un peu plus compte chaque jour qui passe à quel point ça a été formateur, c'est-à-dire passer d'une place plutôt de chercheur et d'historien à se retrouver sur un chantier, c'est évidemment un choc.
Et c'est un choc qui m'a été possible grâce à un couple de particuliers, Anna et André Larquetout, qui sont venus chercher le chercheur historien que j'étais, parce que je m'intéressais à l'architecture militaire et qu'ils avaient une citadelle et qu'ils voulaient l'ouvrir au public et l'aménager, la restaurer, la transformer à leur façon. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Alors moi, j'ai l'habitude aussi de dire aux étudiants que j'encadre à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville que chacun d'entre vous a un jour une chance, une opportunité, une rencontre. Parfois, c'est le bon moment, on sait en profiter. Parfois, on ne sait pas en profiter parce qu'on ne se rend pas compte que c'est une chance, où on a un peu peur, on se dit est-ce qu'on va y arriver. Anna et André m'ont offert cette chance extraordinaire, je leur dois ça dans ma vie, de me mettre en contact avec mes sujets de prédilection, qui étaient l'art des ingénieurs, l'art de bâtir des ingénieurs, leur manière de penser les sites. Et ils m'ont offert la possibilité de travailler sur un de ces sites. Donc évidemment, ça a été un choc très fort. Et tout de suite, sur un site comme celui-là, ce qui vous marque, c'est les matériaux qui sont utilisés. Ici, vous avez du schiste. Belle-Île, c'est un réservoir d'eau potable et d'eau douce, bonne à boire, en plein milieu de l'Atlantique. Et pourquoi c'est un réservoir? Parce que le sol est si schisteux. Et donc, il filtre l'eau, il la stocke, et on peut tout à fait être en capacité de la récupérer de toutes sortes de façons. Et évidemment, rien que cela, c'est un signe, c'est une manière de nouer un rapport au site qui n'est pas que livresque, qui n'est pas que théorique, qui est très concret, qui est très matériel, qui part de la géologie. Et évidemment, vous avez ce mur-là que vous voyez face à vous, fait avec ces moellons de schiste, qui ensuite sont usés par le vent pendant des siècles, et qui donc forment ce parement absolument incroyable. Enfin, c'est plus qu'un parement, là, c'est un mur massif en réalité, mais qui forme cette peau de l'architecture. Et puis l'autre rapport, tout de suite, ça a été évidemment à ce qui était mon sujet de prédilection, qui était l'architecture militaire. Et ce que nous enseigne cette architecture, évidemment, c'est l'économie de moyens, l'économie des ressources. C'est aussi la manière d'être capable de concevoir qu'on travaille sur un site qui préexiste, qu'on va le transformer, et la manière de le représenter. Et vous avez ici typiquement ce cadrage sur cette citadelle avec du jaune et du noir. Alors, ce n'est pas forcément les couleurs telles qu'on les utiliserait aujourd'hui. Là, à l'époque, le noir, c'est ce qui existe, et le jaune, c'est ce que l'on va transformer. Ce n'est pas ce que l'on va démolir, c'est ce que l'on va transformer. Et c'est le premier plan que donne Vauban en 1683 quand il vient sur site, parce qu'il s'aperçoit que la citadelle n'est pas en capacité d'être défendue, parce qu'elle est dominée par des hauteurs, et parce que sa géométrie en plan n'est pas efficace. Donc, il ne se propose pas de tout raser, de tout démolir, parce qu'il n'a jamais tous les moyens et l'argent qu'il souhaiterait, il n'a jamais le temps qu'il souhaiterait, et le roi, comme Louvois s'emploie à lui rappeler. Et donc, il se propose de faire l'intervention minimale qui va permettre de mettre en état de défense cette citadelle, et c'est le cœur, le rempart du cœur de place qu'il va transformer. Alors, il ne va pas le transformer n'importe comment, il va juste un peu le surélever, il va juste un peu l'épaissir pour décaler les formes géométriques et pour que ce qu'on appelle le flanquement soit efficace. Un principe très simple dans l'architecture militaire, à l'époque, c'est que tout l'espace vu peut être défendu. Dès qu'on ne voit pas l'espace, on ne peut pas le défendre. Et évidemment, donc, il faut que les angles, la géométrie, prend une place extrêmement importante dans le dessin d'une place forte bastonnée comme celle-là, qui est une place forte qui date de l'époque où on utilise des boulets métalliques qui sont capables de faire brèche dans un mur. Et du coup, toute l'architecture qui a précédé est dépassée, est abandonnée. Et depuis le XVIe siècle, on construit des forteresses qui présentent des bastions. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est important de comprendre que ce rapport à la transformation, à l'histoire, à l'évolution, en tout cas pour ce qui est mon cas, il est venu de ça, en fait, d'une appréhension livresse, archivistique, si je puis dire, et puis ensuite d'une appréhension concrète sur le terrain. Donc forcément, ça vous emmène vers tout un pan de l'architecture, qui est l'architecture qui se transforme et qui est très important. Ici, une maquette, un plan relief. Les ingénieurs, ils fabriquaient aussi des maquettes, comme vous fabriquez des maquettes quand vous faites vos projets, pour voir ce que ça va donner. Et puis, ils les actualisaient, les maquettes. Ils les mettaient au goût du jour. Chaque fois qu'il y avait une évolution de projet, ils la transformaient, la maquette. Donc, c'est un outil, en fait, la maquette. Certains ont voulu voir des joujoux, des pièces de collection. C'est ce que c'est devenu. Mais au préalable, c'était vraiment des maquettes de projets qui étaient transformées régulièrement, dont certaines places fortes avaient 3 ou 4 maquettes, jusqu'à ce qu'un jour, Vauban décide que tout ça, ça prenait trop de place, qu'il valait mieux les détruire et garder la dernière version. Donc,
Voilà, donc, et puis un site, c'est aussi un site qui a connu le temps long et qui a résisté à la dégradation, à l'abandon progressif. Vous en avez ici une image assez expressive, à la fois dans la reconquête végétale de tous les espaces extérieurs qu'on appelle les dehors, et puis à la fois dans la… Non, c'est là qu'il faut que j'envoie ma petite flèche. Dans les toitures qui sont crevées, les bâtiments qui petit à petit prennent l'eau et qui petit à petit se dégradent jusqu'à ce que ce couple de bâtisseurs, au sens propre comme au sens figuré, puisque lui était corrézien et originaire, avait été toute sa vie dans le bâtiment, et elle était italienne, et son père était maçon, donc des amateurs de l'art de construire, jusqu'à ce qu'ils se décident à investir tous leurs moyens pour sauver ce site et le restituer, le réouvrir au public, ce qu'il n'était pas depuis son occupation militaire. Donc voilà un peu une image qui montre le résultat de déjà une dizaine d'années de travaux sur le site pour lui redonner sa lisibilité, pour retrouver la géométrie de ses ouvrages, et puis pour être en capacité d'accueillir le public à l'intérieur. Et vous voyez que là, c'est tout un dialogue entre le minéral et le végétal, entre la terre, le talus, comment la terre se tasse, comment on la met en place, comment on la fait tenir elle-même. Tout ça, ça veut dire simplement qu'on respecte des principes très simples qui vont de Newton à la statique et qui s'insistent à considérer un angle suffisamment plat, suffisamment peu aigu pour que la terre tienne toute seule. Et donc là aussi, c'est un principe d'économie, un principe d'efficacité. C'est pas ce que vous voyez sur les autoroutes où on va mettre de la terre renforcée, on va piqueter, on va se lancer dans des tas d'ouvrages qui évidemment un jour vont dépérir, qu'il va falloir reprendre. Là, c'est de la terre à moins de 42 degrés, ça tient tout seul, il faut laisser se tasser, et puis ensuite il faut ensemencer pour qu'une herbe un petit peu solide et structurelle vienne tenir tout cela. Donc, des choses très simples qu'on apprend sur des sites comme ceux-là, et puis des bâtiments aussi qui ont traversé des périodes difficiles, comme vous le voyez, et où il y a tout un travail de restauration à mener. Donc, et voilà une photographie tout simplement qui montre le travail accompli sur un site comme celui-là, qui lui a redonné ses caractéristiques. Alors, il faut que vous en ayez conscience. Enfin, moi, j'en ai conscience un peu tard, mais vous pouvez en avoir conscience plus tôt. Il faut avoir conscience que tout ça, c'est les cycles de la vie. Alors, Anna et André sont partis, se sont en allés. Quelqu'un a racheté ce site, il l'a utilisé un peu, puis il l'a revendu. Et puis ceux qui l'ont acheté se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de faire ce qui a été fait précédemment. Et aujourd'hui, c'est assez triste, mais la citadelle est fermée au public. Et elle est à vendre 13 millions d'euros. Donc, avis aux amateurs dans la salle. Malheureusement, je n'ai pas 13 millions d'euros, sinon je me serais bien vu acheter la citadelle et installer l'agence là-bas, ça aurait été assez génial. Mais ce n'est pas dans les moyens d'un revenu d'architecte. Donc voilà, donc elle est à vendre. Et vous voyez que là aussi, c'est les cycles de vie, en fait. C'est-à-dire que des ouvrages comme ceux-là, il faut des passionnés, des gens qui s'investissent dedans. Et puis, à un moment donné, leur époque passe, une autre époque arrive. Donc, c'est le long flux du temps dont il faut être capable de se rendre compte et de mesurer. Et c'est là aussi où toute l'économie, toute la manière de concevoir les choses pèse, parce que si tout est artificiel, tout doit être entretenu, tout doit être en permanence maintenu, eh bien déjà, vous avez un coût énorme, alors que quand vous utilisez des formes qui sont stables par elles-mêmes, quand vous travaillez avec des ouvrages qui le sont aussi, forcément, ils ont une pérennité déjà. C'est un des grands enjeux du XXIe siècle auquel vous allez être confrontés, c'est la question de la pérennité. On parle beaucoup de durabilité. Là, en fait, les choses sont construites dans un esprit de pérennité, c'est-à-dire comment faire pour que ça soit stable le plus longtemps possible, comment faire pour que finalement l'entretien soit réduit au minimum. Alors, ça passe souvent par un choix qui est celui des matériaux locaux, qui viennent du local, qui est celui des formes stables, qui est celui d'une approche qui vise à rester entretenable à minima. Donc, ça passe par toutes sortes d'attentions. En tout cas, c'est ce qui m'a ouvert l'esprit sur une autre approche de l'histoire de l'architecture que celle que souvent on nous enseignait, en tout cas. Je dis on nous enseignait parce qu'aujourd'hui, cette histoire de la transformation, elle la voit au chapitre dans toutes les écoles d'architecture, et vous en êtes un peu le témoignage, mais longtemps, l'histoire de l'architecture s'est bâtie à coup de grandes œuvres, d'œuvres monumentales ou d'œuvres majeures, par les historiens de l'architecture. Alors, je ne sais pas ce que Thierry en pensera, on pourra avoir un débat après, mais en fait, même les grandes œuvres et même les grands maîtres de l'architecture du XVIe ou du XVIIe siècle
ils ont fait œuvre de transformation. Et ça, il y a une autre histoire de l'architecture, je pense, qui est à écrire. Alors j'espère que c'est l'une ou l'un d'entre vous dans la salle, ou plusieurs qui s'y engageront. Et c'est très frappant. Alors il y a des très grands exemples. Ici, c'est le palais de Dioclétien à Split, sur la côte croate, qui est le grand palais que se fait construire un empereur, qui abdique et qui est un palais forteresse parce que les temps sont peu sûrs. En général, les empereurs ne meurent pas dans leur lit et d'une mort naturelle. Donc il a pris soin de se construire un palais forteresse qui va lui permettre de vivre un certain temps. Et puis un jour, lui aussi, il meurt, il disparaît. Et puis la ville se rétracte, l'empire se dissout. Et là, ça devient un refuge pour une construction et pour une habitabilité. Et donc là, vous avez ce plan en noir et rouge où on voit très clairement les structures anciennes du palais de Dioclétien. On y voit d'ailleurs le temple qui est installé, qui est ici, et son mausolée qu'il s'est fait construire. L'entrée de la porte de son palais, le reste était des casernes, des bâtiments d'habitation aussi et de stockage. Et on voit comment tout ça se remplit et on voit ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire des collages. Celui-là est très, très, très connu. Il est évident, il est archi évident. On voit ici l'architecture de Dioclétien, et puis on voit apparaître ici des balcons plus tardifs, plutôt de l'époque classique, et puis on voit ici des constructions qui se sont installées à l'époque médiévale. Donc on voit bien que cette architecture, cet art de la transformation, il est partout, et là il est évidemment frappant, mais ça dépend des lunettes que l'on chausse et de la manière que l'on regarde les choses. On peut le voir aussi ailleurs. Ici, vous avez le très célèbre bâtiment de la basilique de Vicence aménagé par Palladio. Alors on voit cette architecture sublime, magnifique, exemplaire, incroyable. Et puis quand vous allez dans le petit musée qui se trouve à côté, pour expliquer l'œuvre de Palladio, vous voyez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez un édifice médiéval avec des arcs brisés, et puis il a été enveloppé par cette architecture qui feint la régularité, qui la feint, qui fait comme si elle était régulière, parce qu'en fait, dès qu'on analyse le plan, on se rend compte que ces ouvertures, elles sont faites pour masquer l'irrégularité du plan, puisqu'on englobe, Palladio vient englober un bâtiment médiéval existant, et le but, c'est de lui redonner ses lettres de noblesse pour montrer que Vicence est une ville riche, une ville par rapport à Venise, et qu'il faut qu'elle apparaisse comme de son temps. Donc pour apparaître de son temps, il construit toute cette enveloppe, tout cet ordre, ces ordres d'architecture qui environnent le bâtiment médiéval et qui lui donnent une autre perception dans la ville que vous avez vue précédemment. Donc là aussi, on voit bien que Palladio, un des grands maîtres de l'architecture du XVIe siècle en Italie et même en Europe en tout cas, on voit bien que Palladio se livre à ce travail. Et on pourrait montrer d'autres exemples, comment il travaille sur une parcelle avec une forme irrégulière, comment il récupère certains morceaux préexistants. C'est une pratique qui est millénaire, c'est-à-dire d'essayer de récupérer, d'utiliser tout ce qui peut l'être, ce qui n'empêche pas pour autant de faire acte d'architecture pour répondre à une demande qui était de montrer qu'on est de son temps, qu'on est moderne. Moderne, c'est ce qui se démode, comme disait, je crois, une grande couturière, dont je n'ai pas besoin de citer le nom, mais c'est aussi une recherche d'éternité et puis une recherche de modernité. C'est un mélange assez compliqué. Et là, on voit bien comment ça travaille et comment finalement, de l'extérieur, on a juste cette vision de la modernité du temps de Palladio. Et puis dès qu'on rentre à l'intérieur, on découvre un bâtiment médiéval. Donc une étape un parcours à travers les temps. Un autre exemple, plus près de nous, en France, qui est l'abbaye royale de Fontevraud, la plus grande abbaye royale de son temps, dirigée par une mère abbesse à Poigne. Et vous voyez cette très jolie vue qui vous montre l'inscription dans un paysage d'un ensemble de ce type. Comment ces bâtiments viennent finalement se dessiner, s'inscrire dans le paysage. La Révolution arrive, la confiscation des biens du clergé, qui permet de résoudre en fait simplement une crise économique. Je ne sais pas si vous savez ça, mais en fait ces confiscations vont permettre à un État qui est en faillite, et le roi sait que le royaume est en faillite d'ailleurs, puisqu'il envisage lui-même de détruire une partie de ses châteaux et de ses palais. Donc le pays est en faillite et la confiscation des biens du clergé, des biens de la couronne et de tous les aristocrates qui quittent le pays va permettre de renflouer les caisses. Alors pour renflouer les caisses, il y a plusieurs façons. On vend ou on occupe pour en faire autre chose. Et c'est typique de ces grands couvents et de ces grandes abbayes. Il y en a beaucoup qui vont être transformés en prison, en caserne. Et là, c'est typiquement le cas. Là, c'est la version prison.
Et donc, vous voyez ce qui est en rouge ici, vous voyez comment on vient créer une double enceinte pour éviter que les prisonniers s'évadent tout autour. Vous la voyez ici, une première enceinte, une deuxième enceinte. Et puis si on regarde en coupe, la magnifique église dans laquelle aujourd'hui, si vous allez à Fontevraud, vous pourrez découvrir les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion, rien que ça, en bois sculpté et polychrome, donc quelque chose d'extraordinaire. Ils ont été ramenés là, puisqu'évidemment, à l'époque de la prison, il n'y était plus. Mais vous voyez que rien n'arrête les révolutionnaires ou les républicains de l'époque. Et puis, ce très grand volume de nef, il les entresole et puis il les recoupe pour faire des dortoirs pour les prisonniers. Et évidemment, si je comprenais par exemple l'exemple de Cluny, qui était la plus grande abbaye en France par ses dimensions, eh bien elle a été vendue à quelqu'un qui a choisi, d'ailleurs qui je crois était pour partir, qui était architecte, je crois que c'est un peu le drame, qui a choisi d'en faire une carrière de pierre, de démonter les blocs pour les revendre, de démonter les tuiles pour les revendre, de démonter les pièces de charpente pour les revendre, mais d'une certaine façon, rien n'a été perdu. Tout a été revendu et tout a été réutilisé pour construire autre chose. Mais par contre, il reste un petit moyen de transept, tout le reste a disparu. Et ensuite, quand on se promène dans la ville, on redécouvre des fragments de pierre, des fragments de blocs qui ont été réutilisés pour construire autre chose. Donc vous voyez, le destin, la destinée de ces bâtiments, de ces ensembles, elle peut être très variable. Mais on voit là déjà la reconversion d'un édifice ou le réemploi de ces matériaux, la réutilisation pour un autre programme. En fait, on voit que toute cette palette d'interventions, toute cette symphonie en re, ou ce leitmotiv du re qu'on utilise aujourd'hui à toutes les sauces, en fait, on le redécouvre, mais il a toujours été efficace et actif à travers toutes les époques. Et puis après est venu le temps du remords ou du repentir, la réorganisation de l'appareil judiciaire de l'État et du coup, de l'appareil pénitentiaire, pardon. Et du coup, la prison a quitté les lieux. Donc là est arrivé le temps de la restauration. Vous avez ici une image qui vous montre l'abbaye de Fontevraud à peu près dans son état actuel. Et vous voyez que presque tout de l'occupation pénitentiaire a disparu. Alors, à un moment donné, les restaurateurs, l'administration ont eu, d'abord parce que les mentalités évoluent, et puis parce qu'ils se sont dit à un moment donné, il ne va plus rien nous rester de ce moment très particulier qui a duré très longtemps. Du coup, on a sauvegardé quelques cellules, des graffitis, des éléments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience a fait qu'on s'est dit il faut garder une trace de ce passage. Mais voilà, on a eu cet acte de transformation et vous voyez que là encore, on est dans des cycles très longs avec des édifices très importants. Ici, dernier exemple, la halle au blé à Paris, une halle pour stocker du blé, un bâtiment de plan circulaire, une typologie assez magnifique, un peu inspirée de l'antique évidemment, et puis avec une cour centrale vide pour pouvoir vendre, trier et ainsi de suite. Et puis, l'activité le stockage du blé explose, il faut plus de place, donc tout simplement la couverture de l'ensemble. Donc là, vous le voyez très simplement, on pose une verrière, alors je dis très simplement, c'est une couverture d'abord absolument extraordinaire, faite par un menuisier, puis elle va prendre feu, donc on va la remplacer par une couverture en métal, par Bélanger, qui va couvrir cela, et puis il y aura encore d'autres vicissitudes, et aujourd'hui, c'est devenu non plus la halle au blé, mais la Fondation Pinault. N'y voyez pas là un esprit qui se glisse derrière les mots. C'est l'art contemporain, c'est peut-être une autre forme de blé, pour parler trivialement. En tout cas, ça a une nouvelle vie, une nouvelle activité. Le seul élément qui finalement n'ait jamais été transformé, c'est cette colonne astronomique de Catherine de Médicis, à laquelle personne n'a jamais osé toucher. C'était une forte femme, je pense, qui inspirait sans doute un certain respect, et y compris le Camus de Mézières avait gardé cette colonne en construisant sa halle au blé. Donc vous voyez, dès qu'on commence à regarder un bâtiment, si vous le regardiez comme ça en passant dans la rue, vous dites, c'est un bâtiment du 19e siècle, en fait c'est un bâtiment qui intègre un élément du 16e, puis qui a été construit au 18e, puis qui a été transformé au début du 19e, puis encore au début du 19e, puis aujourd'hui au 20e. Donc on voit bien la très grande longévité de ces bâtiments et leur caractère de transformabilité. Tout ça part quand même du principe qu'au début, on a un bâtiment qui est bien construit, qui est de qualité, qui a des potentialités en termes d'espace et qui donc peut servir à plusieurs usages. Alors,
Là, je me fais de la citation, c'est une diapo que j'ai sortie d'autre chose, hein, bon, vous m'en voudrez pas. L'architecture est l'art de transformer le réel, l'auteur est dans la salle. Et là, je fais cette petite introduction tout simplement pour regarder que ça se passe à toutes les échelles. Alors, je vais peut-être aller un peu vite, parce que je vois que le temps passe, en fait. Et je vais illustrer le propos dans le travail que l'on mène à l'agence avec des sujets assez variés et même très variés sur des thématiques différentes. Donc, à l'échelle de l'édifice, par exemple, un lycée de la région Île-de-France, le lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye, un lycée Troisième République très classique. Et puis, ce lycée, il a connu, comme d'autres, des transformations. Il est parvenu jusqu'à nous en bon état parce qu'il est bien construit, avec des bons matériaux. La clé de tout ça, c'est quand même le bien construire pour le bien vieillir. Bien construire pour bien vieillir, c'est une formule. C'est tout à fait indispensable parce que sinon, si on construit avec de mauvais matériaux, sans prêter attention à l'art de bâtir, forcément, la pérennité du bâtiment n'existe pas. Donc, une certaine simplicité. Et puis, les années 90, avec leur petite dose de postmodernisme qui viennent construire une aile en plus, devant un bâtiment de ce lycée typiquement Troisième République, en pierre, en meulière, en couverture ardoise, ainsi de suite. Et là, on est confronté à un projet qui pose la question tout simplement de conserver le même type de programme. Ça reste un lycée, mais il faut le remettre en état et il faut surtout lui donner des qualités qu'il n'a pas. Et notamment dans ce grand espace qui accueille une restauration, la thermique est totalement déplorable, l'architecture de l'ensemble est un peu perdue, elle est un peu brisée par ce grand bâtiment en béton blanc qui se pose là en plein milieu d'un bâtiment qui est en pierre, qui est en brique, et qui donc a une forme de polychromie, c'est une caractéristique de l'architecture du 19e. Et là, le choix qu'on a fait, c'est tout simplement d'habiller, de mettre une vêture, de travailler avec un matériau qui est le bois et de venir complètement emballer cette façade. Mais vous voyez tout un travail d'écriture de la façade, c'est-à-dire de redonner une écriture de la façade qui dialogue avec l'écriture de la façade voisine. Et ici, le centre de documentation, le centre de documentation du lycée, qui, pareil, vous voyez, vient s'installer entre les deux. Il n'était pas pour moi question de démolir tout ça parce que c'était solide, c'était en bon état. Au stade du concours, il y a un certain nombre des équipes concurrentes qui ont choisi de démolir. Ça ne fut pas mon choix parce qu'il me semblait que c'était peut-être mal se poser la question qu'en se disant qu'en démolissant, on allait trouver la solution idéale. Et c'était plutôt pour nous l'idée de tout simplement venir rhabiller ces bâtiments, les aménager à l'intérieur et leur donner des qualités d'aujourd'hui en conservant le maximum, en démolissant le moins possible et en essayant de transformer le mieux possible. Et vous voyez, d'une coursive ventée et pas abritée de la pluie, tout simplement une toiture qui vient permettre de circuler à couvert, ou un couloir qui avait progressivement perdu son âme, il restait ce vestige d'architecture, on essaie aussi de l'intégrer dans le même travail avec le bois, avec la redécouverte des façades qu'on vient travailler, traiter pour pouvoir les relire de manière très claire en tant qu'élément. Donc, et voilà la grande salle de restauration des élèves de ce lycée. Et vous voyez que la thématique du bois, elle sert du coup au plafond, elle sert en façade. C'est un matériau naturel qu'on vient réintroduire dans cet ensemble de bâtiments et qui du coup dialogue très bien avec ce qui précède. Voilà, donc c'est un exemple type et avec le code noir et rouge ici, vous voyez toutes les transformations qui ont été apportées, mais vous voyez que tous les éléments principaux, les éléments structurels, les façades, même les escaliers, parce que pour moi c'est très important, un escalier ça marque un bâtiment, c'est un élément clé, le système distributif d'un bâtiment. Donc, plutôt que de les démolir, on les a restaurés, on les a conservés, et puis on a pu être amené à créer une nouvelle distribution, mais on a conservé ce système distributif originel, parce que vous comprenez qu'il travaille avec cette idée de l'école de la Troisième République, qui est une grande cour, avec autour des corps de bâtiments qui se déploient et des couloirs qui en font le tour. Ça vient de quelque part, ce n'est pas une invention, c'est simplement aussi que toutes ces bâtiments conventuels, toutes ces abbayes qui ont été transformées aussi en école pendant la Révolution, eh bien, à un moment donné, c'est devenu la typologie évidente. La cour, comme la cour d'un cloître, on peut tourner à couvert, on distribue des salles, des choses assez basiques. Et on voit là aussi que les typologies, elles migrent, elles évoluent à travers les temps historiques.
et une typologie peut être récupérée pour devenir une typologie d'un autre programme que celui pour lequel elle avait été imaginée, progressivement mise en place et développée à grande échelle. Et c'est aussi quelque chose de très inspirant. Un autre bâtiment du même type, non pas du même type, pardon, un bâtiment industriel caractérisé lui aussi par de la brique qui a été fabriquée dans le bâtiment lui-même, qui est estampillé GY, ce qui veut dire Gournay, et c'est l'ancienne briqueterie de Gournay. La briqueterie, c'est assez paradoxal, elle a été fabriquée pour partie, elle a été terminée avec des briques qui ont été cuites sur place. Donc c'est assez étonnant. Et là, on voit le circuit, ce qu'on aime bien aujourd'hui, on parle de circuit court. Donc là, c'est le maximum du circuit court. Vous avez cette ancienne briqueterie qui était une très grosse briqueterie à l'époque, fin 19e, début 20e siècle, en région parisienne, à Vitry-sur-Seine. Et vous la voyez ici au milieu de terres cultivées, de jardins, de petits pavillons. Et vous la voyez dans toute sa dimension. Elle a évidemment été progressivement rognée, elle n'était plus briqueterie, elle est devenue un lieu, une petite usine de pièces mécaniques. Mais avant, elle avait abrité ce qu'on appelle un système de four Hoffmann, c'est-à-dire toute une infrastructure basse avec des fours et quelque chose qu'on pourrait rapprocher de l'idée de la chaleur tournante. Et puis au-dessus, vous aviez un séchoir avec une structure métallique qui permettait de mettre les briques à couvert d'un toit, mais à sécher. Et à un moment donné, cette technique a été abandonnée, ils ont monté des murs pour créer un volume avec ces briques qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Et alors ça ici, c'est un petit croquis du moment du concours, où la question qui nous était posée, c'était d'en faire un centre de développement chorégraphique de danse pour la danse contemporaine, c'est-à-dire en faire une sorte d'incubateur, c'est-à-dire de faire venir des compagnies de danse, de leur faire répéter des spectacles dans des conditions réelles et de pouvoir les présenter dans des conditions d'une vraie salle de spectacle, et du coup pour les présenter à ce qu'on appelle des tourneurs, c'est-à-dire des gens qui viennent commander des spectacles et le faire tourner dans des salles. Et la question qui était posée, c'était de faire un vrai studio de danse, un studio de présentation qui prenne la forme d'une salle de spectacle, donc avec des caractéristiques très particulières, un plateau scénique de 15 mètres par 15, avec 10 mètres de hauteur, et évidemment, ça ne rentrait pas dans le bâtiment existant. Bien que l'étude de programmation nous ait dit, vous pouvez démolir une façade et puis remonter le toit et l'intégrer dedans, j'ai pris le parti pris inverse, c'est-à-dire de dire, eh ben, on va mettre les studios de répétition dans le bâtiment existant et on va mettre la nouvelle salle dans un bâtiment neuf pour répondre parfaitement aux dimensions fonctionnelles qui sont attendues. Et vous voyez, du coup, ça m'a amusé, du coup, j'aime bien ce petit crowbar qui parle de la mise en œuvre des briques avec les joints entre les briques. C'est-à-dire que le plan, c'est comme si vous aviez un fragment d'un opus que vous réalisez en briques. Donc le bâtiment existant, un parvis, un jardin, et puis le bâtiment neuf qui est relié par un système de galeries et qui permet du coup d'accueillir cette nouvelle salle de spectacle. Voilà comment ça se présente, c'est au milieu d'une ZAC. Donc la ZAC arrive à son terme, à un moment donné, il ne reste plus que ça, hein, tout a été construit. Et puis là, vous avez le directeur de la Biennale de danse du Val-de-Marne qui arrive à convaincre le président du Conseil général du Val-de-Marne que quand même, il n'a pas de lieu pour sa biennale et que ça serait quand même bien que finalement cette petite usine lui plaît bien et que ça serait bien de la conserver. Ça se passe toujours avec des histoires humaines, c'est-à-dire qu'on ne se rend jamais compte de tout l'impact qu'on peut avoir sur les choses. En fait, on ne se rend pas compte de tout ce dont on est capable. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui sont dans la salle. Donc, il dit ça au président du conseil général à l'époque, qui l'écoute sans l'écouter en disant ça va coûter beaucoup d'argent. Enfin, vous imaginez, tout ça, c'est très long, ça prend des années. Des études sont faites et il décide finalement de garder ce petit bout qui est le tiers ou le quart de la longueur de la briqueterie initiale. Tout le reste avait été progressivement démoli et d'y installer ce centre de développement chorégraphique. Alors, autre bataille, et là, c'est des batailles que vous devez mener, les architectes doivent mener des batailles sur la question des programmes, parce qu'il y a des programmes qui sont dévastateurs, qui débouchent sur en fait la destruction du bâtiment. On ne peut pas faire rentrer un éléphant dans une bouteille. Donc l'architecte, je pense que c'est aussi sa responsabilité de le dire, de savoir le dire par moment. Et puis, il y a aussi la question des matériaux et de la mise en œuvre et des structures. Et là, les structures, vous voyez, il y a une structure, je vous disais tout à l'heure, il y a des charpentes métalliques qui sont venues faire un toit avec des petits poteaux, puis ensuite, il y a eu un remplissage, avec ici un système de voûtins. Évidemment, sur un chantier, c'est compliqué de conserver des voûtins, c'est compliqué de conserver une charpente métallique, vous avez des attaques de toutes parts,
une entreprise qui vous dit qu'elle aurait, enfin qui vous dit pas, qui souffle dans le creux de l'oreille du maître d'ouvrage, ça serait moins cher de tout raser et de refaire autrement. Évidemment, pour vous savonner la planche, c'est pas mal. Et puis, ben, il faut tenir bon, il faut s'accrocher, hein, et puis il faut essayer de garder le cap. C'est pas toujours facile, mais à la fin, on est content du résultat. On a réussi à garder cette structure. Et aujourd'hui, c'est un espace de répétition pour la danse. Et les danseurs, c'est une grande satisfaction. Hein. C'était d'ailleurs les danseurs Angelin Preljocage, que connaissait bien Michel Caserta. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Michel Caserta, le directeur de la Biennale, qui a réussi à monter ce projet. Et Angelin Preljocage, c'est un espace où il est venu répéter, qu'il a trouvé très agréable. Après, il y a Mourad Merzouki qui est venu aussi répéter. Et en fait, pourquoi c'est très agréable pour eux? Parce qu'en fait, finalement, cette forme, ce n'est pas un plafond horizontal, même s'il était à 5 mètres de haut, ce qui n'était pas demandé dans le programme. On était beaucoup plus bas, on était sur un programme type du ministère de la Culture, qui essaye de créer des bâtiments neufs pour accueillir des centres de développement chorégraphique contemporain. Mais finalement, là, il y avait une opportunité, un volume qui permet à un danseur de s'élancer sans avoir peur de se taper la tête au plafond. Et cette forme de volume, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, est un volume qui pour eux est très agréable pour y répéter. Et à côté de ça, le studio de danse, le studio scénique avec ses 180 places, modulable, on peut complètement rétracter le gradin pour faire un plateau encore plus grand. Eh bien, en fait, lui, c'est vraiment un outil. C'est un outil technique qui permet à des chorégraphes d'imaginer toutes sortes de choses. Donc, vous voyez qu'en fait, on aurait voulu installer ça à l'intérieur du bâtiment, on aurait d'une certaine manière démoli le bâtiment. Et voilà la vue avec ce toit qui vient recouvrir l'ensemble et qui nous permet du coup de préserver ce système de façade et ainsi de suite. Et puis là, un dessin qui montre que l'architecture peut se nicher partout et que ici, c'est Pierre Dichouliot qui a fait ce logotype pour la briqueterie. Et vous voyez, ce qui est amusant, c'est qu'il a travaillé sur le thème de la brique et comment ces éléments qui s'assemblent, ces éléments en mouvement comme le corps des danseuses et des danseurs, finalement, en s'assemblant, écrivent la briqueterie. Donc, je trouve que c'est une très belle manière de boucler la boucle. Alors, il faut que j'avance parce que j'ai l'impression, je ne regarde pas la montre, mais bon, il faut que j'avance vite. Voilà, deux autres exemples pour vous montrer que ça peut se passer de la même façon à l'échelle de la ville, à l'échelle d'un morceau de ville. Et deux exemples très, très contrastés parce que d'un côté, un palais, le palais de la Monnaie, donc un bâtiment institutionnel, un bâtiment monumental, un bâtiment d'architecture savante, et de l'autre côté, la cité des électriciens, donc ce qu'on appelle un coron ou une cité minière, et qui là est, à l'inverse, une architecture presque issue du vernaculaire, qui est au début de la conception de ces cités minières, et une architecture donc faite avec des moyens, au contraire, très, très, très faibles. Et dans les deux cas, des projets posaient la question de l'adaptation des lieux ou de l'aménagement et de la transformation de ces lieux pour y accueillir des activités qu'ils n'accueillaient pas au départ. Donc, avec à chaque fois, il y a des problématiques de matériaux. Un projet, c'est des matériaux. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qui va faire lieu, en quelque sorte. Et là, c'est de la tuile vernissée. C'est de la tuile vernissée qu'on a utilisée pour vêtir le nouveau bâtiment qui va s'installer dans la cité des électriciens, sur lequel je vais revenir. Et ici, à la Monnaie, eh bien, c'est des planches de métal. C'est des planches qui sont perforées pour découper ce qu'on appelle des flancs. Les flancs, ensuite, étant battus ou frappés pour qu'on y voit un profil ou un dessin, hein, pour en faire une médaille. Et donc, en fait, ces deux matériaux, en fait, ils sont inspirés directement du lieu. Le premier matériau, vous l'avez vu, c'est de l'argile. Toutes ces cités minières sont fabriquées en argile. On est dans une terre d'argile, mais c'est de l'argile traitée avec une qualité supérieure, si je puis dire. C'est de l'argile comme on l'utilise d'ailleurs dans les monuments historiques. C'est de la tuile vernissée. Et là, c'est du métal qui va être découpé et qui va nous servir à faire là aussi la vêture de ces bâtiments. Bruyères-la-Buissière, donc à côté de Béthune, comme le rappelait Thierry Verdier, ici un petit bourg rural, une petite rivière, quelques forêts, quelques constructions, et puis un siècle plus tard, ça donne ça. Donc des constructions de cités minières partout, la veine de charbon qui part de la Belgique et qui va presque jusqu'à la mer dans le Pas-de-Calais, à travers le Nord et le Pas-de-Calais,
va générer en fait la construction d'installations énormes pour extraire le charbon et le traiter, et va générer la construction de cités minières, parce qu'ici on était à la campagne, on était dans une zone rurale, et donc il faut pouvoir loger les mineurs et leurs familles. Donc une transformation complète d'un territoire. Et là aussi, alors là, un programme très, très fin, très intelligent, donné par une programmiste, Véronique Granger, qui a arrêté son activité, mais qui avait, avec le président de la communauté d'Aglo, tout de suite compris que cette cité, parce que c'est une cité qui a failli être rasée, c'est une cité ancienne, c'est une des premières cités, c'est la cité numéro 2, elle date de 1800, un peu entre avant 1860 et juste après. Donc c'est parmi les premières cités minières construites en tant que telles, et elle a d'abord été protégée au titre des monuments historiques, elle a été inscrite, et ensuite est arrivé le classement au patrimoine mondial du bassin minier en tant que paysage culturel, évolutif et vivant. Alors retenez bien ces 4 mots, paysage, culturel, évolutif et vivant. C'est un angle de vue qu'a utilisé l'UNESCO pour qualifier un certain nombre de sites dans le classement patrimoine mondial. Et c'est très intéressant parce que ça définit bien l'idée d'un paysage culturel, c'est-à-dire l'idée le fantasme du paysage naturel sur lequel l'homme n'aurait jamais posé la main, c'est un fantasme. Donc c'est un paysage culturel parce que c'est un paysage qui a été façonné par les transformations, qu'elles soient agraires d'ailleurs, ou qu'elles soient urbaines, ou qu'elles soient de quelque nature qu'elles soient. Évolutif, parce qu'il a évolué entre le paysage qu'on aurait pu connaître au XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, XXe, ce paysage, il est tout le temps en mouvement, et vivant, parce que dans ce bassin minier, il y a 1 200 000 habitants. Donc c'est un paysage qui est vivant, et on ne peut pas imaginer qu'on va arrêter les horloges et en faire une œuvre de restauration comme on peut le faire sur des bâtiments isolés. On est sur un territoire, un paysage. Donc elle a imaginé, la programmiste, qu'il fallait faire un programme pour occuper cette cité, qui est devenue une des 5 cités pilotes du bassin minier, avec des thématiques. La thématique ici, c'était parler de l'habitat minier et du paysage minier. Et elle a imaginé qu'il ne fallait pas en faire juste ce qu'on appelle souvent un centre d'interprétation, c'est-à-dire un lieu où on raconte la vie d'un territoire, d'un lieu, les gens qui l'ont habité, les activités qui s'y sont déroulées. Elle a imaginé qu'il fallait mixer différents types d'usages. Et c'est ce qui fait la réussite du projet. C'est-à-dire que le centre d'interprétation, d'abord, on l'a positionné dans cet élément. Alors, on appelle ça un barreau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on commence à travailler sur un domaine d'architecture particulier, on se rend compte qu'il a ses propres mots pour désigner les choses, qu'il a son vocabulaire, voire parfois une langue qui peut être un emprunt à des langues locales, régionales, et qui fabrique un nouveau mot pour désigner quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est le cas du carin, qui sont ces petits blocs que vous voyez, qui sont comme des petites maisons. C'est un mot dérivé du flamand et du patois du Nord. Et ce carin, c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres architectures. C'est ce qu'on pourrait appeler la cabane au fond du jardin. Mais en fait, c'est un élément d'architecture. Et puis ces petites voies qui se desservent, on appelle ça des voyettes. Et ça, c'est très frappant parce qu'on se rend compte d'un seul coup qu'à un type d'architecture, à un ensemble d'architecture correspond une langue, des mots, et que quand on est architecte, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne connaît pas cette langue, qu'on ne connaît pas ces mots, qu'on rencontre un site comme on rencontre une personne qu'on n'a jamais vue, et que souvent la première rencontre est très importante. Elle peut être favorable, défavorable. Après, parfois, on peut se rendre compte qu'on s'est mépris, mais c'est très important. Donc, apprendre, et je pense que dans les démarches dans lesquelles vous vous engagez, ce qui est très important, c'est toujours d'avoir l'esprit de recherche, c'est-à-dire essayer d'apprendre des choses sur le site, sur les gens qui y ont vécu, sur la manière dont les choses se sont faites. Ça va nourrir votre travail d'architecte. Le travail d'architecte, c'est un travail qui se nourrit de tout ce qui est autour. Donc, il faut être comme une éponge, il faut tout absorber. Vous ne savez pas forcément ce que vous allez en faire, mais ça va toujours vous servir à quelque chose. Je reviens au propos, parce que là, je divague un peu. Et donc, un programme avec un centre d'interprétation qui parle de l'habitat. On a choisi de le mettre dans le barreau central, cette grande barre. Alors, le mot barreau est un peu moins connoté que bar, mais bon. Et puis, le paysage, j'ai là aussi proposé de construire un bâtiment neuf, parce que je me suis rendu compte que sur le paysage, on avait besoin d'espace, on avait besoin de vue sur le lointain, et ce qu'avait étudié la programmiste, qui était de tout mettre ici, ne semblait pas possible. Et d'un commun accord avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, qui au début avait, pour favoriser la réalisation du projet,
autorisé à ce qu'on démolisse le refend longitudinal intérieur. Quand on a fait nos études de diagnostic, parce que ça démarre toujours par un diagnostic, c'est-à-dire comme quand vous allez chez le médecin, il faut un peu diagnostiquer ce qui ne va pas, pourquoi, comment, analyser, comprendre, relever, dessiner. Au moment du diagnostic, on s'est rendu compte très vite que si on démolissait ce mur, en fait, le bâtiment il est tellement fragile, fait avec une épaisseur de briques simple, qu'il n'y résisterait pas. Et d'un commun accord, du coup, entre l'architecte des bâtiments de France, nous et le maître d'ouvrage, on a décidé de construire un bâtiment neuf pour accueillir un espace unique. Donc ça aussi, c'est le dialogue. C'est-à-dire que les projets, ça passe par du dialogue. Il faut convaincre, il faut faire des dessins, il faut expliquer pourquoi ça serait mieux comme ça que comme ça. Il ne faut surtout pas se murer dans son silence, parce qu'en fait, les architectes ont un peu la réputation de voir les choses de haut, à leur manière, et que les autres ne peuvent pas y comprendre. Enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui à l'âge que j'ai. Donc, en fait, il faut expliquer que c'est comme, voilà, comme si vous transformiez votre maison. Il faut réfléchir à ça simplement, logiquement. Et donc, en dehors de ces deux éléments de programme, centre d'interprétation, il y a eu l'idée d'y installer différents types de lieux pour habiter. Il y a une opération qui s'est déroulée ici avec des logements sociaux, qui a été réalisée par Jennifer Didelon et Dominique Blanchon. Alors, la chance, c'est que toutes les deux, elles avaient travaillé à l'agence avant. Donc, on a pu avoir une approche commune. Et de fait, ils ont été transformés en logements, c'est-à-dire en logements sociaux d'aujourd'hui, avec des plus grandes surfaces, avec des éléments de confort plus importants. Mais aussi, ça c'est de l'habitat permanent, mais aussi des gîtes pour les touristes qui voudraient passer une nuit et qui pourraient rester là. Et puis aussi deux ateliers résidence pour des gens qui viennent travailler sur ce territoire et qui peuvent y résider 3, 4, 5 semaines. Donc ces temporalités de vie, elles sont très importantes parce qu'elles font qu'il y a la temporalité des élèves, des scolaires qui arrivent avec leur car, ils descendent de leur car, ils visitent, il y a une petite halle, ils mangent leur pique-nique le midi et puis ils repartent. Donc eux, ils restent quelques heures, comme les touristes qui viennent. Mais il y a des gens qui restent là tout le temps, il y a des gens qui restent là pour une nuit et d'autres qui restent là pour une semaine. Et cette temporalité-là, pour moi, c'est très important parce que ça fait que le lieu est vivant et n'est pas un lieu mort, n'est pas un lieu qui serait une réserve d'Indiens ou une réserve à touristes, dans un cas ou dans un autre. Donc voilà, alors voilà, vous la voyez ici, et vous voyez évidemment qu'autour, après, ça n'a pas molli, hein. Ils ont construit cité sur cité, avec des standards de confort et des standards de construction de plus en plus élevés. On a des cités art déco, on a des cités fonctionnalistes, on a des cités mouvement moderne. Donc il y a une histoire de l'architecture que l'on peut faire à travers ces cités minières. Et là, on est face à des bâtiments qui datent du 19e siècle, qui sont largement inspirés entre les éléments du paysage rural et agricole, et qui sont des bâtiments à rez-de-chaussée avec un étage sous comble, donc qui étaient en piteux état. Et le sujet, évidemment, a été de les aménager, de les restaurer avec soin, avec passion, de leur faire accueillir ces nouveaux usages que j'ai évoqués, mais en restant très sensible sur la qualité du site lui-même, sur la qualité de son organisation. Il ne s'agit pas de reconduire stricto sensu. Alors là, on voit un peu moins bien, mais vous voyez que ce bâtiment a été construit, puis vous voyez les interventions qui sont à l'intérieur des bâtiments. Et là, c'est un petit schéma qui explique comment on est passé du barreau central, un grand refend longitudinal et des refends transversaux, à quelque chose de plus ouvert pour accueillir ce centre d'interprétation. Et vous l'avez ici. Et puis pour le jeu des échelles, j'ai imaginé qu'on pourrait, au lieu de faire une banque d'accueil, il y a toujours la thématique de la banque d'accueil dans les projets en général. Alors, l'architecte se bagarre pour pouvoir faire la banque d'accueil en évitant qu'on lui impose je ne sais pas qui ou qu'on achète un truc sur catalogue. C'est toujours un combat, ça, la banque d'accueil. Mais là, l'idée, c'était de montrer l'emboîtement des échelles, c'est-à-dire d'avoir un carin qui devient banque d'accueil et sanitaire à l'intérieur de l'autre volume pour jouer sur ces échelles de bâtiments. Et vous le voyez ici, ce n'est pas encore aménagé, mais vous voyez toute la structure, toute l'enveloppe, pardon, l'enveloppe intérieure. Vous voyez ce petit carin aussi avec des tuiles vernissées. Vous avez ici des plats métalliques qui, en fait, vous indiquent la hauteur qui était celle du plancher haut. Donc, en fait, c'est un jeu sur l'architecture initiale et sur sa réécriture d'une manière contemporaine. À cette occasion, ça a été un moment important aussi à l'agence parce qu'on a eu la chance de pouvoir travailler avec la fondation EDF Bas Carbone sur le programme Bas Carbone. Et ce travail avec les ingénieurs d'EDF nous a permis d'abord de nous rendre compte que
La RT 2012, ils n'étaient pas forcément fanatiques. Hein. Il y a quelqu'un dans la salle qui se rappelle sans doute de ces histoires. Alors que moi, je me disais, EDF, ça marche comme une armée, ils sont tous d'accord, ils vont tous dans le même sens. Non, non, il y a dans les labos des ingénieurs qui se posent des tas de questions, qui trouvent que c'est peut-être pas la panacée. Bon, on a pu parler avec eux, on a pu travailler avec eux, et notre objectif, ça a été d'abord de faire un bâtiment comme on le construit aujourd'hui, mais s'inspirant des bâtiments anciens. Vous voyez que le grand barreau, c'est 77% de maçonnerie, 8% de bois, et ainsi de suite. Et là, vous voyez que le nouveau bâtiment, les proportions des matériaux sont différentes. Et vous voyez surtout une chose que je cite toujours parce que ça marche tout de suite, on comprend. Ça pèse presque 2 fois plus lourd que ça. Après, il a fallu se bagarrer pour pouvoir avoir des entreprises qui utilisent des bois locaux, comme l'Aulne, par exemple. Alors, il y a le gag classique de l'entreprise qui vous dit « ça n'existe pas, on ne sait pas faire », qui a fait du chantage. Finalement, le maître d'ouvrage a eu le courage de les virer. Et on a refait un appel d'offres, on a trouvé une entreprise qui savait faire avec le matériau. Donc, ce sont des convictions aussi. C'est des convictions, il faut y croire et il faut avoir les moyens d'y croire. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait le travail nécessaire pour pouvoir défendre sa position. Et donc, voilà une vue de cet ensemble au milieu. Alors, au milieu de la fin, au milieu du paysage. Bon, j'accélère un peu. Ici, donc, le deuxième projet, qui lui, c'est plus une architecture vernaculaire et industrielle, c'est une architecture monumentale et savante, construite au XVIIIe siècle, au moment du centralisme monarchique, c'est-à-dire qu'il y avait des bâtiments où on frappait monnaie dans tout le territoire, et là, à un moment donné, on décide de fermer partout les monnaies et d'avoir plus qu'une monnaie à Paris. Donc, c'est évidemment un acte centralisateur très violent, très fort. Elle se trouve ici, la monnaie de Paris, à côté de l'île, de la Cité, et puis de l'Institut et du Louvre. Donc, c'est un bâtiment monumental avec une architecture une architecture néoclassique, extrêmement bien dessinée, dessinée de manière savante et de manière régulière. Mais en même temps, dès qu'on l'analyse, on se rend compte que cette régularité cache une diversité d'espace assez incroyable. C'est-à-dire que, d'abord, toutes les hauteurs sous plancher ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ici, il y a une grande hauteur, ici, il y a une petite hauteur. Ici, grande hauteur, petite hauteur, grande hauteur, petite hauteur. C'est un moment où, en fait, des typologies se compriment. Et en fait, ce grand bâtiment, il sert à accueillir les directeurs, les personnages importants de la monnaie, qui est quelque chose de particulièrement régalien. Hein. Ce n'est pas un hôtel particulier, donc au-dessus, on loge le personnel. Donc il y a 2 hauteurs d'étage. Mais quand vous regardez cette façade, vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le deviner. Vous voyez déjà l'architecture classique, néoclassique, avec sa force, et en même temps sa variété à l'intérieur. Puis vous avez des espaces d'odeur, d'accueil. Donc là, vous voyez que ça travaille sur 4 niveaux, 3 niveaux. Donc en fait, c'est comme si vous imaginiez sculpter à l'intérieur du bâtiment et à l'intérieur des planchers pour créer une succession d'espaces qui constituent un parcours officiel, parce que c'est le roi qui peut être amené à venir là réceptionner une monnaie ou une médaille, derrière cette architecture qui est extrêmement réglée et à laquelle on retirait tous ces modes et natures, tous ces ordres, finalement, on appellerait ça une barre, je pense. Et donc, c'est vraiment aussi là une lecture qui est très importante. Ici, la vue des toits, des cours qui sont constitués, avec l'idée d'installer des programmes, parce que le bâtiment est devenu trop grand. Il y a Pessac, où il y a les frappes monétaires, et l'idée, c'est là d'ouvrir ce bâtiment à d'autres types d'activités. Donc, des activités culturelles, des activités de restauration et gastronomique, et puis des activités industrielles modernisées. Donc, c'est tout un travail sur ce plan. Donc, vous voyez qu'il forme un trapèze et qui s'articule à une parcelle tout en longueur, qui est un endroit où on a le petit hôtel de Conti, qui est typiquement un bâtiment entre cour et jardin, et qui permet de relier la place Condorcet qui se trouve ici à la rue Guénégaud. Donc, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est ce qui m'a donné l'idée, puisque la question c'était comment ouvrir un palais-forteresse pour en faire un lieu ouvert au public. Tout a été conçu pour que ce soit infranchissable, impénétrable. Et donc là, le sujet, ça a été de travailler avec l'existant pour trouver des passages, des circulations qui peuvent être utilisées. Là, vous avez une vue de la cour d'honneur, vous voyez le caractère du bâtiment. Au passage, on a l'impression que tout est régulier, tout est parfait. En fait, Jacques-Denis Antoine, qui est l'architecte de la Monnaie de Paris, c'est quelqu'un qui compose avec l'irrégularité, qui compose avec la dissymétrie et qui cherche toujours à donner l'expression d'une régularité, d'une perfection. C'est l'art des architectes de cette époque. Et ici, vous avez une autre cour, la cour Franklin,
puisque Franklin a été invité à résider ici par son ami Condorcet avant la Révolution, et donc elle porte son nom. Et vous avez ici le thème de l'écriture architecturale que je vous ai montré, qui est le thème du métal, c'est-à-dire utiliser le matériau qui est le matériau dont on se servent les monnayeurs, les graveurs et tous ceux qui sont là, pour en faire l'élément qui va être l'élément architectural. C'est-à-dire écrire une architecture contemporaine en utilisant le matériau qui est au cœur de l'existence même de ce bâtiment. Donc on le découvre ici avec évidemment des greffes pour pouvoir constituer un circuit. L'enjeu qui était énorme, c'était l'enjeu de réinstaller le process industriel, parce qu'au même moment, il y a eu un gros traumatisme, c'est la parcelle de l'an 4. Alors ça ne vous dit rien, mais l'an 4, c'est l'an 4 de la Révolution, et la parcelle de l'an 4 a été utilisée par la monnaie depuis l'an 4, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un arbitrage politique au plus haut niveau qui soit fait en 2000, je ne sais plus, en tout cas sous le gouvernement de Sarkozy, et que cet arbitrage dise, la parcelle de l'an 4, on va la rendre à l'Institut de France et ils vont construire leur auditorium là. L'auditorium qui a été construit par Marc Barani. Et en fait, d'un seul coup, la monnaie était amputée d'une partie de ce terrain, il fallait trouver le moyen de reloger des activités sur son site même. Donc vous voyez, le site, par son ouverture, conserve la possibilité de continuer à fonctionner, mais il faut le rééquiper. Alors ici, vous avez la manière d'utiliser le bâtiment lui-même, c'est-à-dire d'utiliser ces systèmes distributifs. C'est un escalier, évidemment, 18e, qui est là, qui est intégré dans un circuit, un parcours, qui permet de découvrir pour le public les collections, qui sont immenses. Et en même temps, ce système distributif doit cohabiter avec le système distributif de l'activité industrielle, ce qui est très compliqué parce que ça veut dire code du travail et établissement recevant du public. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes réglementations et ça veut dire surtout que les deux espaces doivent être parfaitement séparés. Avec cette petite complication, c'est qu'il était demandé dans le programme qu'on ait des vues depuis le parcours du public sur les ateliers. Donc, un véritable Rubik's Cube. Et là, vous voyez tout à l'heure, vous voyez ces extensions qui permettent de passer d'un espace muséal à un autre espace muséal pour rejoindre un autre espace muséal. Et tout ça, ça se développe. Et ici, par contre, tout ce qui est noir, ce sont des espaces d'activité industrielle. Donc ici, il y a une grande nef qu'on a retrouvée, qui avait été tronçonnée, qui avait été coupée, qui n'existait plus, pour présenter les trésors comme les balanciers, comme tous les matériels qui étaient utilisés notamment au XVIIIe siècle. Et puis ici, on est dans une ancienne citerne, mais qui a été détruite, parce qu'à un moment donné, la citerne ne servait plus à rien, il y avait les pompiers qui pouvaient arriver avec leurs camions, qui pouvaient se brancher, donc elle a été détruite. Et là, j'y ai vu l'opportunité d'installer une distribution verticale qui permette de grouper à la fois des escaliers et des ascenseurs. Il y a deux ascenseurs dos à dos, un ascenseur public et un ascenseur pour les travailleurs, qui permettent de distribuer simultanément le public et les ateliers. Donc, c'est tout un jeu d'actions comme celui-là, celles-là, qui ont permis finalement de faire cohabiter l'activité initiale avec de nouvelles activités et de les répartir au mieux de ce que nous permettaient les géométries de l'ensemble. Alors là, vous avez une vue. Ce n'est pas une araignée de Louise Bourgeois, c'est un engin de chantier qui est installé dans la citerne, dont on a débarrassé d'un vilain ascenseur qui avait été mis n'importe comment, enfin tout un tas de trucs. Vous avez encore la charpente initiale, et à l'intérieur, vous avez comme un volume annulaire qui était tout en pierre et qui contenait l'eau qui était utile à éteindre l'incendie si l'incendie démarrait. Donc tout ça avait été rasé, et donc on a repris la forme pour l'intégrer à l'intérieur de ce volume et répondre à des problématiques de distribution. Et ce thème du métal, on le retrouve sous tous les passages, sous toutes les cours, sous toutes les liaisons, et y compris dans un bâtiment neuf qui a été construit pour accueillir les activités qui devaient rester sur le site de la Monnaie, parce qu'à Pessac, ce sont les monnaies courantes, et à la Monnaie Paris sont restées les activités, ce qu'ils appellent les frappes spéciales, c'est-à-dire les frappes de monnaie d'argent et d'or, et de médailles. Et donc, elles sont restées sur place, et donc ça a été l'occasion de construire un nouveau bâtiment très particulier, avec des planchers qui reprennent 4 tonnes au mètre carré, et avec une vêture qui reprend cette thématique des planches. Donc vous voyez, finalement, le projet se nourrit de l'être, de l'essence même du site sur lequel il est installé. Et là, vous voyez une ambiance, j'allais dire studieuse, travailleuse, dans un atelier, ou ici, une table de graveur qui est installée tout en haut, sous les toits de ce volume. Alors, je suis un peu confus, je dépasse un peu mon temps. Je vais finir par le Mémorial international de Notre-Dame de Lorette.
à Ablain-Saint-Nazaire, parce que là, à mon avis, c'est à l'échelle du paysage que les choses se passent. Et pour moi, ce qui est très important, c'est que les architectes revendiquent finalement les échelles. On est dans un siècle qui cherche à caractériser chaque activité, c'est intéressant, à les spécifier, à les développer, mais en même temps, l'architecte, c'est quand même la personne qui garde une vision globale des choses. Et je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des paysagistes qu'il faut s'interdire de réfléchir à la manière d'un paysagiste ou de réfléchir l'impact de l'architecture sur le paysage. Et là, c'est typiquement ce cas, c'est un sujet très lourd, c'est une construction d'un monument pour commémorer, c'est-à-dire pour se souvenir des 600 000 morts qui sont tombés sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et la question qui était posée aux équipes d'architectes, eh bien, c'était de concevoir un monument pour réunir ces 600 000 noms et qu'il reste sur site à jamais, à côté d'une nécropole nationale que vous voyez ici, qui réunit 55 000 morts à son tour. Et cette nécropole, vous voyez, elle a été construite dans l'après-guerre sur un style un peu éclectique, un peu néo-byzantin. Particulièrement, ce qui est assez amusant, c'est que c'est en fait des ouvrages qui sont en béton, qui imitent la pierre. Et en général, quand on y va la première fois, on ne s'en rend pas compte. Il faut rentrer à l'intérieur des structures pour le découvrir. Donc une architecture traditionnelle qui s'inscrit dans un fil historique, mais qui utilise des nouveaux matériaux tout simplement pour des problématiques de pénurie liées à la guerre ou de dévastation des carrières. Et puis, un élément très important. Et ici, c'est un terrain qui a retrouvé, la nature a reconquis, parce que la nature reconquiert tout très vite. Là, vous avez une vue qui vous montre cette langue de terre, cette colline de Lorette. Alors, elle s'appelle Notre-Dame de Lorette parce qu'il y a une petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette qui était un lieu de pèlerinage. Il n'y a plus de chapelle parce qu'elle a été détruite par les bombardements. Il n'y a plus que la trace au sol. Et vous voyez ici, c'est comment cette ligne de crête, elle sépare l'Artois du bassin minier. Et le bassin minier, c'est le charbon, et à l'époque, pour la Première Guerre mondiale, c'est l'équivalent de notre pétrole. Donc c'est évidemment l'enjeu de tous les combats, c'est contrôler les puits de mines. Donc c'est ici un lieu très, très mémoriel. Il y a eu 100 000 morts entre les Français et les Allemands pour occuper cette colline. Et un peu plus loin, ici, il y a une autre colline qui s'appelle la crête de Vimy, qui, elle, a été aussi l'objet de combats entre Canadiens et Allemands. Et ces combats ont été d'une violence extrême, c'est-à-dire que le site a complètement été bouleversé, a été détruit. Les Canadiens ont choisi un parti pris très intéressant aujourd'hui, c'est de conserver, de ne pas chercher à déminer, à dépolluer les sols, c'est de conserver toutes les traces, de déminer seulement certaines parties qui vous permettent de circuler. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une attitude aussi. C'est une attitude, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche à tout remettre en état ou est-ce qu'on garde une trace? Et aujourd'hui, quand vous allez sur place, vous voyez les traces de tranchées, les traces de bombes. Vous ne pouvez pas y accéder. L'herbe a repris, mais c'est une approche particulière. Les Français, eux, ils ont choisi de faire un très grand cimetière, d'aplanir la colline, de réunir tous les combattants ici qui sont morts dans ce territoire. Et c'est une nécropole nationale. Donc l'enjeu qui était là pour ce concours, c'est de faire un mémorial international, c'est-à-dire qui célèbre en quelque sorte aussi la fin, un siècle plus tard, pour les cérémonies de 2014, le centenaire de la Première Guerre mondiale, qui célèbre finalement que l'Europe était ou semblait être en paix. Ici, vous avez la vue de la colline avec cette tour lanterne qui a un faisceau qui éclaire à 60 km à la ronde. Et la question, c'était comment réunir ces noms. Donc cette question, je l'ai abordée en me disant qu'il y avait un geste de fraternité qui devait réunir ces noms, parce que c'est un sujet très complexe et très douloureux, puisque ces noms doivent être répartis selon le strict ordre alphabétique, c'est-à-dire pas par différence de nationalité, différence de grade, différence de religion, différence de date de décès, c'est le strict ordre alphabétique. Donc il faut les réunir, et on avait carte blanche, le site était imposé, par contre on avait carte blanche pour donner la forme que l'on souhaitait à ce mémorial. Donc très vite, moi je me suis imaginé une forme annulaire qui réunisse en son intérieur tous ces noms sur des grandes plaques de métal gravées et qui finalement soit très silencieuse à l'extérieur et qu'on ne les découvre qu'en rentrant à l'intérieur de cet anneau. Et puis aussi que cet anneau allier l'art à la nature en quelque sorte, c'est-à-dire jouer avec le dénivelé du terrain pour qu'on puisse, ce ne soit pas une forme fermée, qu'on puisse y accéder par une entrée qui le met en relation avec la nécropole, mais qu'on puisse aussi y accéder en contrebas, par un chemin de grande randonnée, et que du coup, ce soit une forme pourtant où on se sent
protégée d'une certaine façon, mais une forme qui reste une forme ouverte. Et très vite, la question qui s'est posée, ça a été la question de la construction de tout ça. Et très vite, la préfabrication est apparue comme le seul moyen de maîtriser l'ouvrage dans sa définition géométrique, mais aussi la temporalité du chantier, puisque un chantier très court, un chantier qui a été réalisé en 9 mois. Donc pour la région qui à l'époque s'appelait Nord-Pas-de-Calais avait lancé peut-être ça un peu tard, en hésitant sur la formule, sur la procédure, en pensant d'abord faire d'ailleurs un concours auprès d'artistes. Et puis finalement, ils ont changé et ils ont décidé de faire un concours d'architecture. C'est très intéressant, ce sera un autre sujet. Et le temps était compté. Donc il fallait trouver les techniques qui permettaient de répondre à cela. Alors ce que ça donne, c'est évidemment ce grand anneau elliptique à côté de ce grand cimetière quadrillé, et puis en contrebas, un petit village qui s'est reconstruit après la guerre. Donc une forme au milieu du paysage. Et à l'extérieur, ce que je vous disais, c'est que en fait, il n'y a pas de signalétique, il n'y a aucun élément, c'est totalement silencieux. Et vous découvrez, quand vous êtes à un certain endroit, vous découvrez ces panneaux à l'intérieur sur lesquels sont gravés les noms de toutes ces personnes disparues pendant cette guerre mondiale. Et vous le voyez, c'est la vue que vous avez quand vous rentrez, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous descendez légèrement, vous rentrez et vous découvrez l'effet, c'est ce que je voulais avoir, c'est une sorte d'effet de sidération devant ces 500 feuilles de métal avec à peu près 1200 noms par feuille et qui se déploient. Mais aussi concilier l'intimité, c'est-à-dire quand on cherche un nom, je pense qu'on n'a pas envie d'être perdu au milieu d'un océan de noms. Et ce déploiement, comme à la manière des pages d'un livre, permet à chaque fois qu'on cherche un nom de s'inscrire entre deux pages, d'être dans un rapport beaucoup plus proche avec l'ouvrage. Et puis d'y ménager deux fenêtres, une qui donne sur l'endroit qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire les terris. Vous savez, les terris, c'est les pyramides noires de déchets provenant du charbon. Et puis l'autre qui donne sur l'église d'Ablain-Saint-Nazaire, une église du XIVe siècle qui a été complètement bombardée et détruite, et qui a été, avant Oradour-sur-Glane, l'État a décidé de conserver en état de ruine cette église. Et donc là, c'est sous la houlette de l'architecte des bâtiments de France qui conserve cette église, qui entretient cette église. Donc de voir finalement la cause et le résultat à travers ces deux fenêtres, et sinon d'être en quelque sorte entouré uniquement par ces plaques de métal. Vous voyez ici les noms qui sont strict ordre alphabétique. Le premier nom est un nom népalais, donc si on voulait avoir une preuve que c'était une guerre mondiale, ça démarre tout de suite, on comprend tout de suite, un népalais qui devait servir dans l'armée du Commonwealth. Et c'est évidemment quelque chose de frappant. Et vous voyez le relief dont je vous parlais, en fait, utiliser le relief, c'était se donner la possibilité de rentrer par en dessous ou de sortir par en dessous, comme on veut, c'est-à-dire d'être dans un autre rapport au site. Et puis, de ménager un couloir qui permet de relier cette sorte de parvis qui est devant la nécropole à l'intérieur de l'anneau, c'est-à-dire de faire dialoguer ces deux ouvrages, cette nécropole et cet anneau, directement. Ici, une vue de ce chemin de randonnée que j'évoquais tout à l'heure, qui a été refaçonné et qui vient se superposer en quelque sorte, ou se sous-perposer à l'anneau lui-même. Et là, une vue à l'intérieur, et là aussi, c'est ce que je disais sur l'art de transformer le réel à l'échelle du paysage, c'est que finalement, la basilique, une fois qu'on est à l'intérieur, on la redécouvre. Dans un premier temps, on ne la voit plus, et puis dans un deuxième temps, on la redécouvre. Et en fait, on se rend compte que ces strates, ces bâtiments, ces ouvrages d'époques différentes, ils recomposent un nouveau paysage. Donc ça aussi, c'est important d'en avoir conscience et de travailler avec cette notion. Et puis là, une vue qui vous montre eh bien, la vue sur la plaine de l'Artois, depuis la tour Lanterne, et où vous découvrez les alignements qui sont ici, des sépultures, et puis cet anneau qui se trouve un peu pour partie en lévitation. Donc quelque chose qui vous parle du territoire, qui vous parle de la vue. Je voulais que cet ouvrage soit suffisamment bas pour que le regard passe au-dessus quand on est sur le parvis et que l'on puisse découvrir toujours le paysage. Alors évidemment, c'est un rapport très différent à un monument que le rapport qu'ont les architectes, les sculpteurs après la Première Guerre mondiale, où vous avez surtout des choses verticales, vous avez surtout des corps, des personnages. Là, c'est très silencieux, c'est horizontal, et le but, c'est évidemment que ce soit très apaisant et qu'il n'y ait pas un sentiment angoissant à l'intérieur. Au contraire, qu'il y ait un moment de ressourcement, de recueillement, et qu'on reste en relation avec le grand paysage, qu'on conserve un peu ce sentiment océanique
que l'on peut avoir quand on se promène le long d'une falaise avec la mer devant soi, c'est-à-dire un moment très particulier où on rentre en relation avec l'univers. Ce sentiment scénique, c'est la manière dont Freud et Romain Rolland, dans un dialogue épistolaire, essaient de caractériser quelque chose qui ne serait pas religieux, mais d'un ordre presque universel en quelque sorte. Et pourquoi on se sent bien quand on se promène au bord de la mer et qu'on découvre l'étendue, presque l'infini, parce qu'on est dans ce type de moment de relation très particulier avec un site. Donc c'est ce que j'ai essayé d'atteindre. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour finir, parce qu'il faut bien terminer avec un peu de retard, ça c'est une vue de la maquette qu'on a réalisée avec les mêmes matériaux, avec les entreprises, avec les mêmes matériaux que les matériaux utilisés, c'est-à-dire d'un béton fibré à ultra haute performance ici, donc qui a des caractéristiques spécifiques pour résister, pour qu'on puisse faire un porte-à-faux de 60 mètres, et puis de l'inox, parce que les panneaux sont en inox. Donc, ces deux matériaux pour faire cette maquette, qui est un peu vraiment le fruit d'une collaboration très, très fructueuse avec les entreprises qui ont joué le jeu et qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour tenir la date qui a été tenue. Et puis ici, une collection d'images qui finalement, quand on les regarde de près, mais c'était après coup que je me suis rendu compte de ça, finalement, ces images, elles parlent aussi du projet. Ici, c'est une grande batterie de canons à Carqueville. Ici, on a d'autres architectures qui pourraient nous parler de l'inscription dans le site. Bon, on la voit mal là. Mais en fait, et ça c'est ce que je voulais aussi vous dire, on parlait tout à l'heure avec Thierry de l'intelligence artificielle, vous êtes toutes et tous des mines de poésie, d'information, vous êtes toutes et tous différents les uns des autres. Et ça pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, chaque personne a sa vie, a son itinéraire, a ses souvenirs, a les lieux qu'il a traversés, qu'il a pratiqués. Et ça ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle, je pense, hein, on pourra en discuter. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que chaque architecte va faire un projet différent. Et pourtant, souvent, on se dit, avec les questions qui sont posées, on va arriver au même résultat. Jamais. Et donc, ça, c'est très, très important que vous ayez preniez conscience de ça. C'est-à-dire que finalement, vous avez des trésors en vous qui peuvent éclairer votre travail et qui peuvent participer de cette singularité. Ce n'est pas l'originalité, la singularité, c'est différent. La singularité d'un travail que vous allez pouvoir mener. Donc voilà, plein de perspectives. Et puis j'ai fini, c'est pas très gai parce qu'on passe de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai fini par cette phrase de Winston Churchill. D'abord, on construit les bâtiments et ensuite, ils nous construisent. Voilà, je vous remercie beaucoup.